tout bon. Ouais, ça marche. Bonjour messieurs, dames. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui connaissent Time for the Planet? Une personne, deux, trois, quatre. Pas mal. Et la deuxième question, c'est est-ce que parmi ces quatre personnes, il y en a qui se sentiraient d'expliquer Time for the Planet? Pour que je situe un peu le niveau de... Non? Vous connaissez, monsieur? Non? Ok. Ça tombe bien, on va présenter Time for the Planet. Et puis, je pense que ce qui est intéressant dans un moment comme ça, c'est surtout aussi de pouvoir échanger. Donc, la présentation, elle va être assez rapide. Je pourrais, s'il n'y a pas de questions, repréciser des éléments, mais le fait de faire quelque chose de rapide, ça permet de rester concentré pendant 10-15 minutes et de tout ingérer. Après, la concentration, elle diminue un petit peu avec le temps. Et comme ça permet d'ouvrir plein d'échanges et je trouve que c'est beaucoup plus pertinent parce qu'on peut aller beaucoup plus dans le niveau de détail et de ce qui vous intéresse dans la salle. Alors je ne bouge pas mais il y a du Larsen, c'est normal. Ça va se régler. Bien, vous passez un bon moment, messieurs, dames, ici? Okay. Jusqu'à ce que j'arrive peut-être, mais je promis, je vais faire de mon mieux pour que ça continue. Alors oui, le titre, il interpelle un petit peu, tant que j'y suis, hein, je continue de digresser en intro, vous me faites signe quand c'est bon. Pisser sous la douche ne suffira pas, je suis content que ça vous fasse rire. L'histoire de ce slogan, il est arrivé sur le fait qu'un jour on nous a offert une campagne d'affichage. C'est un de nos actionnaires qui, au culot, est allé voir un diffuseur de publicité, qui nous a dit « Ok, je vous offre 1000 affiches partout en France pendant une semaine ». Waouh, gratos. Et on s'est dit, du coup, il faut absolument trouver un bon message choc et percutant. Et on a fait une grande consultation, on avait déjà ce slogan qui traînait. Et on s'est dit, mais non, il y a forcément des gens qui ont une meilleure idée. Et puis au bout de 150 propositions qui nous sont remontées, c'est toujours celui qui nous interpellait le plus. Pisser sous la douche ne suffira pas, c'est pas une façon de dire qu'il ne faut pas faire de petits gestes. Chaque petit geste compte, mais qu'il y a des questions d'échelle en fait qui se joue aussi. Croire que juste trier ses mails va pouvoir régler le problème du dérèglement climatique est un grave problème parce que c'est des échelles beaucoup plus grosses sur lesquelles il faut jouer. Donc il faut jouer sur les deux tableaux et au même titre que ça ne suffit pas, il faut aller plus loin et c'est tout l'enjeu de Time for the Planet, c'est d'aller à une échelle mondiale uniquement. Nous, on n'est pas du tout sur des sujets locaux ou des sujets de projets de petite taille, on veut que aller sur du très grand. On attaque? C'est tout bon, messieurs de la régie? Eh bien, c'est parti. Donc, mon propos aujourd'hui, c'est effectivement donc, de vous proposer de présenter Time for the Planet de façon extrêmement simple, en tout cas la plus simple possible, parce que c'est quand même complexe. Le premier sujet, c'est que malgré notre nom, Time for the Planet, où on se dit que waouh, on va arriver, on va tout sauver, tous les problèmes écologiques du moment, non, on fait un seul focus et unique, c'est le dérèglement climatique. Vous le savez très probablement, mais au cas où, le dérèglement climatique est d'origine humaine, provoqué par les émissions de gaz à effet de serre qui sont beaucoup supérieures à ce que le système Terre est capable d'absorber. Et donc cette accumulation de gaz à effet de serre provoque un phénomène de réchauffement qui a des conséquences sur beaucoup d'autres choses également, mais je ne vais pas rentrer dans le détail ici. En gros, uniquement celle-ci. Il y a plein d'autres limites planétaires, l'acidification des océans, la biodiversité, etc., les pollutions plastiques ou autres. Nous, c'est que les gaz à effet de serre. En gros, ça consiste à traiter une grille de 20 problématiques, 5 domaines qui sont pointés par les rapports scientifiques comme étant les 5 domaines les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc bâtiment, agriculture, transport, industrie et énergie. C'est les 5 plus gros domaines, donc là encore, plutôt que d'aller dans le détail de micro-domaines qui émettent, mais qui émettent un petit peu, on s'adresse que à cela et il y a déjà du boulot. Ensuite, il y a 4 leviers d'action. Le premier, ça va être la sobriété, c'est-à-dire consommer ou produire moins, ce qui sera indispensable. Il y a le fait de l'efficacité, c'est-à-dire moins émettre à production égale, on va dire. Le fait de non émettre, quelque chose qui émettait n'émet plus du tout. Et le fait de capter, ça veut dire retirer ce qui a déjà été émis. Donc à partir du moment où ça tombe dans ces 5 domaines et sur un de ces 4 leviers, Time for the Planet est prêt à rentrer en action. Et ensuite, comment ? En gros, ça consiste, selon nous, à aider les innovateurs, donc au sens très large, les gens qui ont des nouvelles idées, à sortir ces idées de leur tête ou de leur laboratoire ou de leur garage.
C'est volontairement un petit peu caricatural, mais la première de nos étapes, c'est de détecter des innovations qui permettent de réduire les gaz à effet de serre dans les domaines que j'ai cités. Notre critère, ça va être de déterminer que cette innovation puisse avoir un impact mondial, c'est-à-dire que si ça marche que dans une vallée en France, on n'y va pas, et qui est un rapport de mesurabilité, un critère d'un lien direct entre l'innovation et la réduction ou la captation. Je vais vous donner un exemple très concret. Quelqu'un qui va nous proposer une application qui permet de sensibiliser les gens à réduire leur empreinte, installez-vous, venez. Et bien en fait, c'est indirect, parce qu'on n'est pas capable de mesurer le choix final de l'utilisateur de l'application. Il fait ce qu'il veut. Si je pousse le raisonnement, on pourrait tous être ultra sensibilisés à savoir ce qu'il faut faire pour réduire nos empreintes, mais ne jamais réduire notre empreinte. On voit bien que le lien, il n'est pas lié à la sensibilisation, il est lié au choix final. Par contre, si on vient installer un capteur de CO2 à la sortie des cheminées d'usine, là, on est capable de mesurer. Ça, c'est un critère direct. On pourra y revenir plus tard. Le deuxième élément qu'il y avait, c'était de se dire qu'il faut absolument qu'on réussisse à chaque fois, même quand on échoue. C'est assez contre-intuitif, mais gardez-le en tête pour la suite du développement. Notre parcours à nous, il est principalement d'être créateur d'entreprise. On en a créé plusieurs dans plein de domaines depuis 15 ans. Et en fait, ce qu'on a constaté, c'est que le schéma mental pour créer une entreprise est assez différent du schéma mental pour inventer l'idée qui va permettre peut-être de créer une entreprise. Parfois, on a tendance à croire que pour réussir une entreprise, il suffit d'avoir une idée. Je suis sûr que vous avez déjà toutes et tous entendu au moins une fois le « j'aimerais bien monter ma boîte, mais j'ai pas d'idée ». Bon, bah presque, c'est pas le plus important. Il y a plein d'idées tout autour de nous, il suffit de se servir. Ce qui compte, c'est votre capacité à exécuter. Donc la première étape, c'est de trouver des innovations qui décarbonent. Je vais essayer de faire une métaphore avec un imaginaire. C'est imaginer, il faut beaucoup d'imagination, que pour résoudre le problème des gaz à effet de serre, il faut construire un grand château en Lego. Il faut un château en Lego parce que ce château en Lego, il permet de décarboner. Et en fait, il y a plusieurs profils dans cette histoire. Le premier, c'est celui de l'innovateur qui est capable de construire un château en Lego. Sauf que si vous lui dites « construis-moi ce château en Lego », au bout de 6 mois, vous n'avez toujours pas une brique qui est posée quand vous revenez, mais par contre, vous avez un plan extraordinaire. Vous savez que si ce plan de château en Lego avait été réalisé, ce serait le meilleur château en Lego pour décarboner. Je force le trait, bien évidemment, mais c'est quand même la thèse et on le constate depuis 2 ans. Ensuite, à côté de ça, le profil créateur ou créatrice d'entreprise, c'est un peu le profil inverse. Lui, il ne sait absolument pas comment construire un château en Lego, mais il va prendre le tas de briques, il va les assembler, il va probablement faire des tours qui penchent, des murs qui tombent, mais en fait, sa force, c'est qu'il ne va pas lâcher, et à la fin, on a un château. Et là, sans être expert du château qui décarbone, vous allez voir que c'est probablement pas le meilleur, mais qu'il y en a un au moins. Et bien, notre thèse, finalement, c'est d'associer les deux profils. Et pendant que le premier va construire la première page du plan, dès qu'elle est terminée, le deuxième, celui qui va partir sur la partie opérationnelle de la réalisation, va pouvoir le faire, construire la première tour. Puis quand il a fini la première tour, ah bah génial, en parallèle, il y a la deuxième page du plan qui est prête et on peut attaquer. Donc c'est vraiment d'associer ces deux profils. C'est pas qu'une idée qu'il faut pour réussir une entreprise, il faut la mise en œuvre de l'idée. L'exécution, c'est une clé. Et ça, c'est très difficile en réalité. Et enfin, le dernier élément, bien évidemment, c'est l'argent. Parfois, on a tendance à se dire « il me faut une idée » ou alors « il me faut une idée et de l'argent ». Donc on a vu qu'il fallait l'exécution. Mais l'argent, quand on crée une entreprise, c'est extrêmement précieux parce que ça permet de recruter des gens avant même qu'il y ait un modèle économique qui nous permette de le faire. Donc en fait, on gagne du temps, on vient doper la création de l'entreprise. Bon là, je ne vous apprends rien a priori, mais c'est important. Pourquoi ? Parce que qu'on puisse nous l'apporter en tant que Time for the Planet. Parce qu'aller chercher de l'argent, c'est énormément chronophage. Je crois qu'il y a beaucoup de gens ici qui cherchent de l'argent. Et ben en fait, c'est du temps qui ne passe pas sur leur innovation ou c'est du temps qui ne peuvent pas passer sur développer leur business. Donc si là encore, en tant que Time for the Planet, on arrive à faire en sorte que nos innovateurs, nos créateurs et créatrices d'entreprises n'aient plus qu'à lever la main pour chercher de l'argent, et ben en fait, ils gagnent du temps, ils sont beaucoup plus efficaces pour développer le business. Une fois qu'on a tout ça, on augmente drastiquement les chances de réussite d'un projet. On a une bonne idée, de la bonne exécution, de l'argent, c'est génial. Et rappelez-vous, il y avait cette petite phrase de réussir quand on échoue. Et là, il y a peut-être parmi vous des gens qui ont entendu parler de ça dans Time for the Planet en disant on va mettre toutes nos innovations en open source. Alors, open source, en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire, dans un idéal, qu'on partage gratuitement nos plans auprès de tout le monde.
Si monsieur, vous voulez devenir notre concurrent, vous venez nous voir, on vous donne la recette et vous pouvez devenir notre concurrent. Ce qui est important, c'est pas que vous ou moi on réussisse, c'est que globalement l'innovation se développe. Qui va réussir le mieux, c'est pas un sujet. Le sujet, c'est de décarboner le plus rapidement possible. De toute façon, de façon très pragmatique, si j'ai mon fameux capteur de CO2 que je dois mettre sur mes cheminées d'usine, soit je suis un peu fou, soit je suis complètement mégalo, mais de croire qu'à moi tout seul, en 10-15 ans, je vais pouvoir en installer partout à l'échelle du monde, c'est quand même assez osé. En réalité, plus il y a de concurrence, plus on va installer vite ces capteurs. Et il n'y a aucun marché où il n'y a pas de concurrence. Quand on est créateur d'entreprise, on sait très bien que ce n'est pas la concurrence le problème, là encore, c'est l'exécution. Si vous êtes bon, vous n'avez pas de raison de craindre vos concurrents. Et à la limite, pour le problème qui nous concerne, s'il y a des gens qui sont encore meilleurs que nous et qui résolvent le problème encore plus efficacement, tant mieux. Pour un innovateur, en tout cas, qui vient chercher ça, il a davantage envie que son innovation révolutionne le monde que réussir sa petite entreprise à une échelle assez locale. Voilà. Et bien évidemment, on ne peut pas convaincre quelqu'un de faire ce système. Quelqu'un qui arrive chez nous, il a déjà envie de cette diffusion. Et donc ça répond à la problématique, qu'est-ce qui se passe si on échoue ? Il y a quand même deux autres contraintes. Ça va passer par des systèmes de licence libre, donc on va vraiment signer un contrat. Il y aura des droits, le fait de nous copier, de commercialiser, d'améliorer. Et il y aura des devoirs. Il y aura le devoir si jamais on trouve une amélioration, de la partager avec tous les copains et les copines qui bénéficient d'une licence. Donc en fait, quelque part, on partage les coûts de la R&D. Et parce que des fois, on a des schémas mentaux et des angles et des regards différents sur une innovation, on augmente les chances de résoudre des problèmes. Ça se voit dans l'étude de l'histoire de l'innovation. C'est un classique comme l'histoire de l'évolution de manière générale. Et la deuxième, c'est de remonter la mesure d'impact. On vous donne le droit de faire. Par contre, nous, on veut savoir combien de tonnes de ce matériau qui remplace le béton de ciment, par exemple, vous avez utilisé. Et avec ça, on est capable de calculer un différentiel, ce qu'on appelle une économie de CO2. Et donc ça, on a besoin de l'avoir aussi. D'où l'importance de faire un contrat et de remonter toutes ces datas. À quoi ça sert ? Ça sert à donner un retour à nos actionnaire. On est quelque chose de très particulier, on est une société commerciale à but non lucratif. Alors, il y a quelque chose qui est important de préciser, c'est la différence entre la non-lucrativité et la non-rentabilité. On doit être à terme une entreprise rentable, parce qu'il y a des frais, il y a des gens à payer, etc. Mais ce qui est important, au-delà de ça, c'est surtout de faire que l'argent qui remonte à Time for the Planet en excédent, ce qu'on appelle le bénéfice, on ne va pas le partager auprès des actionnaires. Pourquoi ? Parce qu'on estime qu'on n'a pas le temps et que comme notre métier c'est de trouver de l'argent pour financer des projets, si en cours de route on se met à ressortir de la machine de l'argent, en fait on va perdre du temps. C'est un peu l'équivalent de faire du vélo, de partir avec un léger trou dans sa chambre à air et on se dit c'est pas grave, j'ai une pompe à vélo et tous les 100 mètres je m'arrête pour remettre. Si on met une rustine sur la chambre à air, c'est un peu plus efficace. On est une société commerciale, c'est-à-dire que n'importe qui peut devenir actionnaire de l'entreprise. Et donc forcément, au début, on nous disait « mais c'est pas possible votre truc, s'il n'y a pas de retour financier, les gens vont jamais investir ». Aujourd'hui, il y a 55 000 actionnaires de Time for the Planet en 2 ans et demi, et ça fait bien longtemps qu'on ne nous pose plus cette problématique, parce que force est de constater que les gens ne sont pas motivés que par l'argent, et heureusement. En tout cas, moi, je suis très content de me dire qu'il y a d'autres gens qui sont motivés par préserver des écosystèmes. Ça, c'est un petit schéma vraiment très simple, justement, pour faire le parallèle, enfin la différence entre non-rentabilité et non-lucrativité. Il y a bien de l'argent qui rentre dans Time for the Planet sous forme d'investissement, ça rentre dans le capital. Avec cet argent, on va créer des entreprises. Ces entreprises vont toutes avoir un modèle économique, une vie complètement autonome de Time for the Planet. Et à moyen et long terme, il y a de l'argent qui va remonter à Time for the Planet. Soit sous forme de dividendes, puisqu'on est au capital de ces entreprises, soit avec des sorties et des effets leviers. Peut-être qu'il y a dans des phases de développement, il y aura besoin d'industrialisation, d'investissements beaucoup plus gros que ce que peut faire Time for the Planet. Nous, notre but, c'est de les lancer. Et donc, cet argent remontant à Time for the Planet, vous voyez qu'il n'y a pas de flèche qui ressort, il n'y a qu'une flèche qui re-rentre pour faire des nouveaux investissements. L'idéal à terme, ce serait qu'on arrive à autofinancer sans aller chercher de la levée, faire de la communication, etc. Parce que là encore, c'est chronophage pour nous aussi. Et donc, si on arrive à faire cet autofinancement, on augmente les chances de succès. Ça ne garantit rien, ça augmente les chances de succès tout simplement. Le dividende climat, donc c'est ça qu'on rend à nos actionnaires, c'est une mesure d'impact. En fait, ça correspond
à la mesure d'équivalent CO2 en tonnes par euro investi chaque année. Parce que si on fait juste raconter une histoire, qu'on fait des super investissements mais qu'on n'est pas capable de mesurer, je veux dire, moi-même je m'attribuerais un rôle de Charlot. Et j'ai pas envie, je vais être capable de mesurer. Donc ce dividende climat, au début, c'était juste quelque chose qu'on avait en interne pour nos actionnaires. Et en fait, c'est en train de devenir une norme, en tout cas française et potentiellement européenne. C'est un protocole qui a été travaillé en partenariat avec l'ADEME, Carbone 4, le référentiel Net Zero Initiative, qui est en train de devenir quelque chose de complémentaire au crédit carbone. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, le dividende climat, c'est vraiment juste une mesure extra-financière que vous mettez sous un bilan carbone. Et à côté de ça, on commence à travailler aussi au niveau international avec la Banque européenne d'investissement, Gold Standard, qui est le gros référentiel des crédits carbone, et l'ONU. Donc juste d'un petit truc entre actionnaires, c'est en train de bousculer un peu aussi les règles de la finance carbone, si on peut dire. Comment on sélectionne nos innovations? Parce que souvent aussi, il y a cette grande question et c'est normal. Et bien là, on va faire appel à de l'intelligence collective. Du bout en bout, il y a plusieurs étapes. Elles ne sont pas très nombreuses, mais elles sont assez importantes. Naturellement, on reçoit des innovations. On en a reçu près de 800 en 2 ans sans aller les chercher. Ça, c'est une chance qu'on a eue, ça vient tout seul. Forcément, il va falloir s'améliorer, renforcer la qualité, mais pour l'instant, c'est ce qui remonte. Ensuite, on va faire appel à des évaluateurs et des évaluatrices. Vous toutes et tous, vous pouvez devenir évaluateur ou évaluatrice. C'est une formation d'1 heure. Et au cours de cette formation, ça vous apprend à préfiltrer des innovations qui ont un potentiel et qui rentrent bien dans le champ de Time for the Planet. En fait, la force de l'intelligence collective, c'est que globalement, une note mise par plein de gens, peu importe ce qu'ils font dans la vie, a autant de valeur qu'une note rendue par 1 ou 2 experts. C'est assez magique et ça permet de donner du sens aux gens qui veulent aider Time for the Planet ou se sentir utile. Ça, c'est la première phase, la présélection. Ensuite, ça remonte en comité scientifique. Et là, on a 14 experts pluridisciplinaires qui vont activer tout un réseau d'expertise pour non pas vérifier le potentiel de l'innovation, mais la réelle faisabilité technique de l'innovation. Ça nous est arrivé une fois qu'en comité scientifique, on nous a dit non, ce truc ne respecte pas les lois de la thermodynamique. C'était bien joué de la part, c'était fin et tout, mais retoqué. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite, on va aller vérifier le modèle économique avant même d'investir. Donc ça, il y a plein de techniques pour aller vérifier ça. Mais si de toute façon, ce produit ou ce service n'intéresse personne commercialement parlant, c'est voué à échouer et personne ne copiera un truc qui perd de l'argent. Donc là encore, ça ne sert à rien d'y aller. En 4e aspect, on va s'occuper du recrutement d'un ou une CEO s'il y en a besoin. Et ensuite, on va voter tout ça en assemblée générale avec les actionnaires. Le travail des gérants de Time, c'est de dire on pense que là-dedans, il faut mettre tant de millions d'euros pour telle raison, pour telle étape. Et ensuite, on valide collectivement. Les critères, mais je ne vais pas rentrer dans le détail, ils sont liés à ces 6 domaines. Et on étudie notamment les externalités, positives ou négatives, c'est-à-dire quelles conséquences autres ça peut avoir au-delà des gaz à effet de serre. Si on réduit 10 de gaz à effet de serre, mais qu'on émet 1000 pour réduire de 10, il ne faut surtout pas le faire. Tout comme si on détruit des forêts entières pour aller capter un petit peu, c'est une très mauvaise idée. Donc tout ça, on vient l'anticiper. Le dernier point, on va dire, sur l'intelligence collective, il y a aussi beaucoup de personnes qui rejoignent Time et qui créent une espèce d'énorme nébuleuse, on appelle ça un écosystème, nous, qui fait que c'est un peu comme une caisse à outils. Quand on a un problème, on est capable de trouver dans cette grande caisse à outils des actionnaires des gens qui vont pouvoir nous apporter de la solution. Que ce soit sur des compétences scientifiques, que ce soit sur des compétences marketing, juridiques ou autres, c'est quelque chose d'assez magique. Et donc pour ça, on a aussi plein de formations qu'on appelle la galaxie de l'action, avec plein de gens qui sont regroupés en plein de mini-communautés qu'on est capable d'identifier extrêmement facilement, et à chaque fois qu'on en a besoin, on peut exprimer le besoin, exprimer la situation de blocage, et il y a des gens qui vont prendre les tickets pour résoudre les problématiques. Et c'est assez fou parce qu'on est quand même capable d'avoir à la fois des experts qui nous pondent des rapports, je sais pas moi, sur la blockchain, ou tout d'un coup à minuit avoir besoin d'un développeur en PHP et de le trouver et de débloquer un problème pour envoyer des lettres pour les convocations en assemblée générale. Donc c'est assez magique, pareil, je ne rentre pas dans le détail, mais avec plaisir pour en parler. Et voilà, donc c'était très rapide, très dense, je le sais. Est-ce que ça va ? Ouais ? Ok. Est-ce que vous êtes d'accord pour poser des questions ? On m'a dit que vous étiez très timide, moi je suis persuadé qu'on peut réussir à vous faire parler. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est pas toi qui l'as dit.
Mais il avait des cheveux longs et un short, un pantalon rouge quand même. Mais il te ressemblait vachement du coup. C'est vrai. Ouais. Est-ce qu'il y aurait des questions, messieurs, dames? Moi, j'ai juste une remarque pour rentrer dans le vif du sujet. En fait, de ce que j'en ai compris, le problème, c'est la lucrativité. C'est le fait d'avoir des sociétés à but lucratif. Le problème, c'est-à-dire Ben non, mais quand tu expliques le succès de Time for the Planet et que le modèle non lucratif permet généralement de mobiliser autant de personnes spontanément, on peut se poser légitimement la question de la lucrativité comme source de problème dans la démarche qu'il peut y avoir derrière. Je sais pas. Je sais pas expliquer pourquoi ça a décollé. Nous, on s'y attendait clairement pas aussi vite. Rassembler 55 000 personnes, 2000 entreprises, et nous de base on n'a pas d'argent, pas de réseau, on y est vraiment allé au culot. Pareil là-dessus il y a plein d'anecdotes. Par contre, ce qu'on sait, c'est que à la fois c'est quelque chose qui rassure la non-lucrativité parce qu'il y a, en tout cas en France, une perception de pureté dans les intentions. Mais il y a aussi beaucoup de très gros tickets qui nous sont passés devant parce qu'il y avait, ne serait-ce que symboliquement, un demi% de rentabilité. Donc on pense qu'à long terme, c'est très puissant, la non-lucrativité, mais à court terme, c'est quand même un frein parce qu'il y a des biais psychologiques qui sont liés à ce qu'on appelle l'aversion à la perte. Quelqu'un qui déteste l'idée de perdre de l'argent. Pourtant, ce qui est très rigolo, c'est que le fait d'être copropriétaire et de ne pas faire un don, vous détenez une contrepartie, vous détenez un titre de propriété de l'entreprise qui a une valeur que vous pouvez revendre à n'importe quel moment à n'importe qui, que Time for the Planet rêve de pouvoir racheter d'ici 2030, avec de l'autofinancement cette fois, parce que symboliquement, on peut rendre l'argent. Et malgré ça, les gens sont plus acculturés à donner et à perdre. Donc il y a une espèce de paradoxe quand même, et pour l'instant on ne sait pas trop si c'est une force ou une faiblesse du projet. On a constaté les deux. Alors, ça répond à ta question? Parfait. Monsieur? Ouais. Donc j'ai une question. Comment on passe de 55 000 sociétaires et 200 entreprises à potentiellement 2000 entreprises ou 20 000 entreprises et des aides de l'État pour le financement de Time for the Planet? On faisait à 10 millions d'euros de collectés. Comment on peut atteindre le milliard d'euros, par exemple, avec beaucoup plus d'entreprises qui donneraient beaucoup plus et potentiellement l'État? Quelles actions il faut lancer? Alors, donc oui, effectivement, pour situer, on est à 55 000 actionnaires, 2000 entreprises et family office et 10 millions, un peu plus de 10 millions de levées. C'est à la fois rapide et extrêmement lent. C'est rapide d'un point de vue crowdfunding ou mouvement citoyen, c'est jamais arrivé. Mais par contre, d'un point de vue monde de la finance, c'est lent, clairement. Cette année, le thème, c'est l'accélération. Donc, un des éléments qu'on met en place cette année, c'est ce qu'on appelle un comité d'accélération. En gros, il y a des personnes dont c'est le métier de faire de la levée, et cette fois d'un point de vue philanthropique. Donc, c'est des tout petits milieux, des gens qui se connaissent, qu'il faut connaître par cœur, qu'il faut... C'est du travail d'orfèvre de faire ça. Et donc on a recruté 2 personnes dont c'est le métier depuis 15 ans. Donc ça c'est un des moyens pour accélérer cette levée avec un plan sur plusieurs années et voilà. Enfin voilà, c'est leur métier, je ne saurais pas plus le détailler, mais c'est toute une technique autour du fait qu'on va utiliser des gens qui sont déjà dans le réseau. Par exemple, on va aller chercher nos plus gros actionnaires qui ont mis 1,5, 2 millions. Et on va leur dire, voilà, toi on sait que tu connais telle et telle personne, on voudrait les rencontrer. Organise une rencontre pour qu'on aille leur parler. Et c'est que de l'intuitif, du très personnel. Sauf que la force de ça, c'est qu'au bout d'un moment, ça fait un effet boule de neige, contagion sociale. Et dans ces petits milieux, ils s'en parlent tous aussi les uns les autres. Et au bout d'un moment, ça devient, mais qui n'est pas encore dans ce projet? Donc ça, c'est un des aspects. Pour l'aspect, cette fois, public, là-dessus, on est des grosses quiches. On n'a jamais, dans toutes nos entreprises qu'on a montées, travaillé avec le public, travaillé avec des financements publics. À chaque fois, on a été dans une logique de on se débrouille par nous-mêmes. Et donc, on ne connaît pas ces sujets-là, donc je saurais vraiment mal répondre. On est complètement ouvert. Il y a une collectivité, il y a une communauté de communes qui est devenue actionnaire de Time for the Planet. Pour le symbole, on trouve ça chouette. Mais comment est-ce qu'on fait l'effet boule de neige? Là encore, ça viendra avec le temps et tout. C'est pas une cible prioritaire, le public, parce qu'on la maîtrise pas. Donc on va d'abord sur ce qu'on sait faire. Voilà. Malheureusement, je pense que ça répond pas à ta question, mais je peux pas faire beaucoup mieux. Pas grave, tu vas te rattraper sur la question suivante. Donc, avant de passer le micro dans la salle, il y a une question sur nos auditeurs en ligne sur comment accéder concrètement aux 100 projets partagés.
Alors oui, alors 100 c'est une dimension du projet. Ce projet, on avait un slogan qui était de dire on veut créer une centaine d'entreprises, lever 1 milliard sur les 20 prochaines années pour accélérer cette fameuse transition, parce qu'il y a besoin d'efforts, de réduction et il y a besoin d'innovation. Alors, petite précision, je ne l'ai pas fait, c'est très important. Quand on parle d'innovation, on ne parle pas de technologie. Innovation, c'est au sens très large. Le niveau technologique, on n'en a rien à faire chez Time. Ce qu'il faut, c'est surtout qu'on puisse le dupliquer partout dans le monde et qu'on puisse mesurer. Très très important. Donc pour l'instant, on n'a pas du tout 100 projets. Là, on a voté 3 premiers projets en décembre dernier. Et il y a 10 jours à peine, on a voté 3 nouveaux investissements. Donc on est à 6 projets en à peu près 1 an et demi. Donc là encore, le but c'est d'accélérer tout ça, mais ça passe par étapes. C'est-à-dire qu'au début, quand vous avez un délire un peu fou comme ça, on vous dit oh, c'est quoi ton machin, et sauf qu'en fait, on commence à convaincre les gens petit à petit en démontrant qu'on est capable de le faire. Donc il y a encore 1 an, quand on disait on va investir dans des innovations, on nous disait mais vous êtes qui, vous l'avez jamais fait, comment, les projets vous allez les trouver où est-ce que vous allez trouver l'argent, ce qui était normal en fait. Et comme avec beaucoup de systèmes D, beaucoup de débrouilles, on arrive à trouver ces projets, à les financer, etc., de moins en moins on aura ces questions. On pense que ça va rassurer de plus en plus et qu'au bout d'un moment, étant perçu comme un projet sérieux qui sélectionne bien ses projets et qui est capable de les accélérer, on va devenir crédible et normalement ça fera un effet boule de neige aussi. Donc ça aussi c'est un peu lié à la stratégie d'augmenter la levée. Pour que vous situiez un petit peu, le premier million on a mis 1 an à le rassembler et on a mis 1 mois pour rassembler le deuxième, et 3 mois pour rassembler le deuxième et 1 mois pour le quatrième. Monsieur. Oui, j'ai une question pour savoir quelle est la répartition entre votre capital, enfin justement ce qu'on vous donne au travers des prises de capital, et puis la participation en nature, parce que je comprends bien que finalement une bonne partie de votre fonctionnement, c'est des contributions, ce que j'appelle en nature. Et ça correspond, enfin si vous le valorisiez, vous êtes surtout une société capitalistique, ou vous êtes surtout un club de gens qui donnent de leur temps? Non, pas du tout un club de gens qui donnent de leur temps. On ne peut pas créer des entreprises avec des gens qui ont 2-3 heures par semaine auxquels donner des coups de main. Tout le fonctionnement que je vous ai expliqué, il est que lié aux gens qui travaillent à temps plein dans Time for the Planet. Donc nous, on a travaillé 2 ans sans se payer parce qu'on estimait de toute façon on n'avait pas les moyens de se financer. Là maintenant il y a 10 personnes qui travaillent à temps plein et tout ce que je vous ai décrit fonctionne autour de ces 10 personnes. Alors forcément si on avait plus d'argent il y aurait plein d'autres postes qu'on aimerait créer, des analystes, etc. Mais pour l'instant on n'a pas les moyens. Ce qu'il faut savoir c'est que 10% de la levée est consacrée au fonctionnement. Il y a un comité, un conseil de surveillance qui vient valider tout ça, suivre, etc. Donc, il y a plein de garde-fous. Et la suite de la question, oui, et donc l'aspect communautaire, coup de main, etc. Il y a la partie évaluation, c'est vrai, qui fonctionne. Elle est extrêmement puissante symboliquement de dire ça commence par l'intelligence collective et ça finit par de la sagesse populaire en assemblée générale. Mais en réalité, on pourrait faire avec des experts et payer des experts. C'est complètement en détail, il y aurait le même résultat, il n'y aurait pas la même symbolique. Et pour tout le reste, quand je vous dis on trouve à minuit un développeur ou un photographe, etc., tout ça c'est des micro-coups de main hyper ponctuels et on n'a pas du tout besoin de ça pour fonctionner. Là encore, on pourrait utiliser de l'argent pour le faire. Donc on est vraiment une société capitalistique dans le sens où il y a plein d'actionnaires. Sur 55 000, il y en a à peu près 50 000 qui se sont formés à rien et qui ne font rien, à part liker sur LinkedIn, quoi, globalement. Et sur les 5000 personnes qui sont formées, il y en a peut-être 500, 600 qui sont très actifs, mais c'est tout. Donc c'est ultra marginal. Et des gens, ouais. Ça fait peur. Hein. Est-ce qu'il y a une autre question? Oula. Ah, tu vois, ils sont pas si timides que ça. Juste au moment de la cloche, ce qui est important, vous l'avez dit, c'est de montrer, de faire des choses pour pouvoir continuer à se financer. J'aimerais bien en savoir un peu plus sur comment ça se passe réellement. Là. Vous avez 3 à 6 projets qui arrivent, quelqu'un arrive avec de l'innovation, peut-être une petite équipe, etc. Vous financez quoi? C'est-à-dire qu'en fait, il vient avec un business plan, vous avez des phases, vous avez des gates qui correspondent à certaines phases, donc vous financez d'abord 50 000, puis 500 000, ou alors on lève la main, on récupère 1 million. Comment ça se passe? Alors pas de business plan chez nous. Pour le coup, nous d'être entrepreneur opérationnel, au début ça sert à rien un business plan. Hein. Moi je sais pas qui sait lire l'avenir 5 ans après alors qu'ils ont toujours pas vendu quoi que ce soit. Ça relève de la magie. Alors les financiers purs, eux ils y croient, bien leur face. Mais nous sur le terrain, on sait que ça sert à rien de demander à ces stades-là. En général, c'est des projets qui arrivent, ils n'ont encore rien vendu et globalement ils savent pas comment vendre quoi que ce soit.
Donc c'est surtout là qu'on va se spécialiser. Maintenant, sur les 6 premiers projets, il y a différentes échelles. On va en avoir un où il y a beaucoup de recherches scientifiques depuis 30 ans dans les labos qui savent que ça fonctionne, mais il y a encore beaucoup de choses à tester en conditions réelles. Ça, c'est pour de la captation avec du minerai d'olivine qu'on peut mettre dans la mer. Et en fait, ça, il y a encore beaucoup de vérifications sur le terrain avant de faire quoi que ce soit. Il y a plein d'autorisations gouvernementales, internationales, etc. Donc ça, c'est quelque chose encore dans longtemps. Sauf que le potentiel, il est tellement gigantesque qu'on s'est dit, il faut qu'on commence, tant pis. Mais c'est pas vraiment notre thèse principale, cela. Après, il va y en avoir d'autres. Là, par exemple, on a un système qui augmente le rendement de l'électrolyse pour de la production d'hydrogène. Et en fait, il y a des résultats qui sont vraiment très bons. C'est un projet qui vient d'Inde, sauf que ça n'a jamais été... tous nos experts ont dit ça fonctionne. Par contre, on n'a jamais encore croisé les données avec de l'expertise indépendante, on va dire, vraiment expérimentale, de mesure, etc. Donc là, on va mettre un tout petit ticket pour aller vérifier ça. Et ensuite, on va recommencer. Ça, c'est un peu les exceptions, on va dire, avec des grands investissements à long terme et des tout petits à très court terme pour des tests. Et globalement, après le reste, ça va se situer avec le fait qu'on va aller mettre des tickets à plusieurs centaines de milliers pour faire les premières ventes de démonstrateurs ou de prototypes, un ticket d'1 million pour aller effectivement commencer un premier prototype. Le but, en fait, c'est d'aller le plus vite possible dans tout. Prendre le risque, c'est la mission de Time, en fait. Ce qu'il faut, c'est que ça délivre derrière. Donc on préfère y aller bourrin d'un coup et qu'ensuite ça déploie, plutôt que d'y aller chipoter, d'avoir peur de perdre ses 50 premiers milliers, etc. Donc il y a un peu de tout, en fait. Je suis désolé de ne pas pouvoir être plus précis dans les 6 premiers. Le but... Alors c'est les deux, on entre au capital et le deal, c'est effectivement on vous débloque sur tout le côté commercialisation, on veut accélérer ça, donc souvent il y a des profils complémentaires à apporter aussi et souvent ils sont très preneurs parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ne savent pas faire. Ensuite, donc effectivement, on entre au capital. Le fait de libérer de l'open source, etc., pareil, ça c'est calé dès le début, ils sont OK. Et d'ailleurs, en cours de route, avant les investissements, il y a des gens qui ont dit non, mais en fait, ce truc-là, j'avais mal compris, moi je veux pas. Bon, bah OK, pas de problème, on travaille pas ensemble, c'est pas grave, il y a plein d'autres gens avec qui vous pourrez travailler. Et un des derniers projets, lui, il a déjà 1 million de chiffre d'affaires et ils viennent nous chercher pour le côté internationalisation, le côté open source. Eux, ils adorent ça, ils veulent augmenter leur pouvoir de diffusion, etc. Ils ne savent pas vraiment comment faire sur ces aspects-là. Donc il y a vraiment sur les 6 premiers projets un peu tous les niveaux. Mais on communique essentiellement et quasiment exclusivement sur le fait que notre mission, c'est de repérer les petits trucs qui sont coincés et de les faire exister. Après, on se permet de regarder un peu plus large quand même. Ça répond à la question? Merci. Par contre, tu as une dernière question, mais tu as très peu de temps pour y répondre. Très bien. Je ne sais pas si vous pourrez y répondre. De toute façon, c'est une question ouverte. Déjà, bravo pour tout. Est-ce que vous pensez que l'engouement pour Time for the Planet est lié à ce modèle hyper original que vous avez développé, ou est-ce que c'est lié à la thématique liée à l'urgence climatique? Et la sous-question, c'est justement, est-ce que ce modèle que vous avez créé pourrait être duplicable sur d'autres thématiques qui répondent à des enjeux sociétaux comme le bien vieillir, la santé? Voilà. Est-ce que selon vous, et c'est la question que je pose à tout le monde aussi, est-ce que ce même modèle pourrait fonctionner avec une autre thématique qui nous concerne tous? Alors, ce qui est certain, c'est qu'on est arrivé au bon moment sur cette thématique. Rien que nous, sur 2-3 ans, en fait, on a senti un changement incroyable dans les entreprises, dans la société civile de façon générale. Et par contre, je pense qu'on peut le dupliquer à d'autres domaines aussi. Ouais. La forme attire et rassure. Ça va. Super, c'est bien la première fois qu'on répond aussi brièvement quand je le demande. Super, merci beaucoup Nicolas en tout cas pour la prestation. Tu es libéré.